Dis Marie, tu connaîtrais pas un bon chirurgien ortho? Ça dépend, c'est pour quoi faire? Bah, ça fait 15 jours que j'ai mal au genou, j'ai un trail à courir dans 4 mois, je pense qu'il me faut une prothèse. Ouais, t'as raison, dépêche-toi. Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Vous avez toujours cru qu'après une arthroplastie, resurfaçage, prothèse totale de hanche ou prothèse totale de genou, fini les sports de fort impact, bonjour prudence, plaid et canapé. Dans une étude rétrospective par questionnaire, le docteur Michael Rochois et ses collègues nous montrent que ce n'est pas si évident. Alors Vincent, dis-nous un petit peu de quoi parle cette étude. Donc cette étude qui a été publiée dans Orthopedics and Traumatology Surgery and Research et republiée en français dans la revue de chirurgie orthopédique et traumatologique nous parle de coureurs à pied, et plus particulièrement des gens qui font de l'ultra longue distance, puisque ça s'est intéressé aux participants de l'Ultra Trail du Mont Blanc et des quelques courses qui y sont associées. Et ça s'est intéressé particulièrement à ceux qui avaient eu une chirurgie de la hanche ou du genou particulière, puisqu'il s'agissait de la mise en place d'une prothèse, qu'elle soit partielle ou complète. L'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est 5 courses avec des dénivelés proprement indécents, si je peux me permettre depuis mon petit niveau de course à pied. Ils se sont intéressés à la période 2015-2017 où on a relevé 24 855 inscrits, une moyenne de 30,5% d'abandon. La question c'était, y a-t-il plus d'abandon chez les coureurs porteurs d'une arthroplastie, donc prothèse totale de hanche, resurfaçage, prothèse unique compartimentale de genou ou prothèse totale de genou, que chez les coureurs qui n'en disposent pas. Et s'il y en avait plus, cela montrerait que l'ultra-trail est probablement contre-indiqué dans ce type de situation. L'enquête s'est faite par questionnaire qui a permis de collecter 2469 réponses correspondant à 4332 inscriptions. Parmi ces personnes, on retrouve 18 personnes porteuses d'une arthroplastie, donc 8 resurfaçages de hanches, 4 prothèses totales de genoux, 6 prothèses totales de hanches, dont chez 2 d'entre eux, une prothèse des 2 côtés, et pour un total de 27 inscriptions, donc à 27 courses différentes. La moyenne d'âge s'échelonne de 43,6 ans pour les porteurs d'un resurfaçage de hanche jusqu'à 50,25 pour les porteurs d'une prothèse totale de genou. Alors attention, par exemple, pour les prothèses totales de genou, on est à plus ou moins 13,9, donc on peut aller jusqu'à des personnes qui ont couru à l'âge canonique de 64 ans. On est quand même sur une population très jeune par rapport aux patients qu'on a l'habitude de voir au cabinet qui sont plutôt dans les 70 voire 75 ans. Tout à fait. Alors après, les caractéristiques des personnes sont similaires selon les groupes, qu'elles soient porteuses ou non d'une arthroplastie. Mais comme tu dis Vincent, c'est effectivement assez loin du profil typique du patient porteur de prothèse de hanche que l'on peut avoir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur ces 27 tentatives de course, il n'y en a que 4 qui sont dans la petite course de 55 km, et on en trouve quand même 10 pour la course de 100 bornes et 9 dans la course de 170. Pour moi, c'est absolument impressionnant. Par contre, il n'y en a aucun dans la petite trotte à Léon, dont je trouve le nom de la course vraiment très mignon, et qui est complètement en opposition avec sa distance et son dénivelé. C'est combien celle-ci ? 300 km et 25 000 mètres de dénivelé. Oui, je ne l'ai pas relevée celle-là parce que du coup, ils n'ont pas été très nombreux à la tenter sur les 2 années. Je crois qu'ils étaient 900, quelque chose comme ça. C'est pour moi absolument pratiquement inimaginable et c'est très fort d'appeler cette course la petite. Et puis, je pense que avant de commencer celle-là, il est important de bien s'échauffer. Et faire des étirements après, c'est ça ? Je pense que tu fais ce que tu peux après. Oui, tu prévois un taxi. Et un treuil pour te sortir du taxi et te déplier, j'imagine. C'est là où tu comprends pourquoi il faut avoir une maison de plein pied. Chez nos 18 coureurs, il n'y a pas eu d'abandon avant le début de la course. Sur les 27 courses tentées, il y en a eu 17 qui ont été terminées, ce qui correspond à un taux d'abandon moyen de 27%, contre 30,5% sur le global. On a 25% d'abandon chez les patients porteurs de prothèses totales de genoux, 50% d'abandon chez les patients porteurs de
prothèse totale de hanche, ce qui est assez surprenant. Les auteurs signalent qu'ils s'attendaient, eux, plutôt à l'inverse. Et puis, pas du tout d'abandon chez les patients présentant un resurfaçage de hanche. Je crois qu'ils sont plus jeunes, les patients resurfacés. Ouais, ils sont plus jeunes. Mais ils ont tenté des courses un peu plus longues. Parce que les patients resurfacés sont tous partis dans l'UTMB, donc qui est la course de 170 km. Et oui. Alors, les auteurs, dans le questionnaire, se sont également intéressés aux symptômes potentiellement ressentis par les coureurs, quel que soit leur groupe, avec des symptômes dits spécifiques aux pathologies liées aux prothèses et aux arthroplasties hanches ou genoux, et aussi des symptômes aspécifiques qui ont été relevés pour tous ceux qui ont répondu. Au niveau des symptômes, chez les patients présentant un resurfaçage de hanche, 2 ont présenté des symptômes pendant la course, un à type de douleur inguinale, l'autre à type de pygalgie, mais qui n'ont pas nécessité d'intervention ni d'abandon. Chez les patients porteurs de prothèse totale de genou, visiblement, aucun symptôme n'a été relevé. Chez les patients porteurs de prothèse totale de hanche, un patient a subi des symptômes avant la course, ce qui a nécessité l'adaptation de son programme d'entraînement. Un petit peu de physiothérapie et de glace, précisent les auteurs. 2 patients ont eu des symptômes après la course, à type de douleur inguinale, qui ont nécessité des séances de rééducation pour rentrer dans l'ordre. Et par contre, chez 3 d'entre eux, les symptômes se sont manifestés pendant la course, donc douleur inguinale, encore une fois, du côté opéré. Et pour 2 d'entre eux, ces douleurs se sont traduites par un abandon. Alors, petite nuance que déplorent d'ailleurs les auteurs de l'étude, c'est que finalement, la raison de l'abandon n'est pas réellement spécifiée. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on peut conclure, c'est que 2 patients sur 3 qui ont eu mal à la hanche pendant la course ont abandonné, mais on ne sait pas avec précision si c'est cette douleur qui a conduit à l'abandon ou si c'est autre chose. D'autant que très souvent dans ce genre de course, ce qui va nous arrêter, c'est l'accumulation de douleurs, de problématiques. Une douleur au pied associée à des difficultés digestives, par exemple, ça peut être un très bon motif d'arrêt. La fatigue excessive, c'est des courses très longues, 170 km, ça se court en plus de 24 heures. Donc ça demande quand même un petit peu d'abnégation, un petit peu de connaissance de soi et un peu de plaisir dans la souffrance, je dirais. Oui, et puis ça multiplie du coup le risque de blessures complètement autres sur le fait de trébucher, de se blesser, ou de tout simplement ne plus pouvoir tenir debout. Alors, cette étude, elle n'est pas exempte de limites, comme toutes les études. La première, et qui est relevée par les auteurs, c'est le fait qu'il y ait un faible échantillon, puisqu'on n'a que 18 sujets qui ont été opérés de la hanche et du genou, qui ont répondu et qui ont participé à l'une de ces courses. On a un biais de sélection, puisque dans l'échantillon, du coup, on a un taux d'abandon qui est de 41%, alors que le taux d'abandon constaté sur l'essentiel des participants à ces courses, il est seulement de 30%. Donc on a une différence de 11% qui est quand même assez marquée, qui nous fait dire que l'échantillon n'est pas forcément représentatif de la population. Et puis le taux de réponse qui est de 17%, qui est normalement suffisant pour étudier une population de cette taille, mais encore une fois, est-ce que les biais de sélection qui ont déjà été évoqués ne viennent pas influencer le résultat de cette étude ? Et puis un biais qui n'a pas été évoqué par les auteurs, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est-à-dire que les personnes qui sont arrivées ici dans cette étude et à participer à cette épreuve malgré leur intervention de genou ou de hanche ne représentent absolument pas la population des personnes qui se font opérer d'une prothèse de genou ou d'une prothèse de hanche. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés, qui sont venus faire cette course, sont ceux qui pouvaient le faire, et que tous ceux qui ne pouvaient pas prétendre à participer à ce genre de course sont évidemment non représentés. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? Parce qu'elle reste quand même intéressante. Alors, je sais pas toi, Vincent, pour moi, cette étude, elle confronte mes biais et ma propre expérience par rapport aux prothèses totales de hanche, de genou ou aux arthroplasties. Ce qu'on voit en post-opératoire immédiat ou ce qu'on voit avec un petit peu de distance sont des patients à qui, pour moi, dans mon souvenir en général, on a dit qu'ils allaient pouvoir faire beaucoup de choses, mais qu'ils allaient devoir quand même faire attention, que peut-être ils allaient devoir proscrire
faire des sports plus physiques qu'ils pouvaient aimer auparavant, notamment course à pied, ski, trail. Et puis finalement, ça m'avait moi laissé l'idée que effectivement, on n'envisage pas de courir un trail avec une prothèse de hanche. En fait, si, on peut l'envisager, puis on peut le réussir, puis on peut courir avec un resurfaçage de hanche 170 bornes et arriver en vie. Et indépendamment du resurfaçage de hanche finalement. Et du coup, je trouve ça intéressant. Ça rejoint un peu ce que tu disais dans l'épisode sur Osgood-Schletter, Vincent, c'est que en fait, cette étude, elle nous montre que c'est possible. Tout à fait. Et donc, on va pouvoir rassurer nos patients qui se font mettre une prothèse de genou ou de hanche alors qu'ils sont encore jeunes par rapport à la population habituelle qui subit ces interventions, sur la possibilité qu'ils auront de, malgré tout, continuer à faire les activités qu'ils aiment, même des activités qui présentent des chocs, des impacts répétés ou des impacts importants. Alors là, on a l'exemple de courses d'ultra-endurance. On a tous des exemples de patients qui ont, peut-être plus moi que toi, Marie, mais des patients qui ont continué à faire du ski de boss avec leur prothèse de genou, leur prothèse de hanche, sans que ça leur pose problème. On sait déjà que les prothèses de hanche, elles ont une très bonne durée de vie, une très bonne résistance, puisque le taux de survie des prothèses de hanche était évalué à 97%, il me semble, à 15 ans, avec le biais que, évidemment, on va poser des prothèses chez des sujets qui sont plus âgés et donc qui sont moins actifs. Et donc, tout ça mis bout à bout, le fait que les prothèses de hanche sont quand même très robustes, et puis que des sujets arrivent à finir des courses très longues, très exigeantes physiquement, nous rassure sur la possibilité qu'il y a de pratiquer à peu près n'importe quel sport, même lorsqu'on a eu une prothèse de hanche. Et je pense que la véritable question serait de connaître quel a été l'entraînement des personnes qui ont participé à ces courses malgré leur prothèse. Et je pense qu'on pourrait tirer beaucoup d'informations, ne serait-ce que sur leur capacité physiologique, mais aussi sur leur préparation, sur quelle a été leur persévérance, par quelles étapes ils ont dû passer. Et moi, là, je verrais bien une petite étude qualitative à mener pour aller les interroger et voir comment ça s'est passé pour eux. Est-ce que leur chirurgien les a encouragés à aller jusqu'au bout, ou est-ce qu'il a dit « Ok, moi je vous mets la prothèse, mais si vous vous inscrivez à une course, vous me signez une décharge ?» Michael, si tu nous entends. C'est très à la mode chez les étudiants kinés actuellement. Je t'invite à te rapprocher des IFMK. Oui, parce que finalement, si on regarde, on n'a pas un taux d'abandon plus important que l'abandon moyen sur les 25 000 coureurs sur ces 2 dernières années. On reste à seulement une course sur 3 qui n'a pas été aboutie. Moi, je serais curieuse de savoir dans quelle mesure est-ce que ces personnes étaient actives avant, parce que je ne suis pas convaincue que ce soit suite à l'arthroplastie qu'elles se soient découvert une passion pour l'ultra-trail. Et effectivement, comme tu dis, comment elles se sont entraînées. Et ce que ça veut dire, c'est que finalement, n'importe quel patient très sportif en amont aurait probablement de très bonnes possibilités ensuite, et que finalement, peut-être que ceux qui le sont un peu moins, avec un entraînement adapté, pourraient également avoir de grands projets fous comme celui-là, hein, même si tout projet de loisir reste légitime. Mais ouais, je serais curieuse moi aussi de savoir comment ils se sont entraînés et surtout où est-ce qu'ils en étaient avant l'intervention chirurgicale. Et en effet, je retiens ton idée. Quel a été le discours des professionnels? Parce que je trouve personnellement qu'on a actuellement un discours assez anxiogène en général. Ok, on vous met une prothèse, mais bon, faites gaffe, quoi. Donc au final, ce qu'on peut retenir, c'est que la prothèse, donc resurfaçage, prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou, ça peut tout simplement être aussi, pas juste un moyen de diminuer la douleur, mais aussi un tremplin pour reprendre, poursuivre ou persévérer, et même vers des exploits sportifs qui peuvent sembler à certains, bon, moi la première, absolument impossible, avec ou sans prothèse. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce petit épisode feel good et optimiste. Et on vous dit à très bientôt Sur le temps d'un lapin.